Je suis Patrick Longchamp, journaliste, résolument positif mais pas naïf et qui depuis le 17 mars, alors que résonnent tous les soirs des applaudissements, j'entends des mots comme solidarité avec les soignants et les aidants, fragilité, désinformation, intergénérationnel, bien vieillir, économie sociale et solidaire. Mais qui sont celles et ceux qui se cachent derrière ces mots ? Quels sont ces acteurs et ces actrices ? Quelles sont leurs aspirations communes ? Sont-ils des utopistes ou des réalistes, eux, qui croient que le collectif peut changer le monde ? Que leur manque-t-il pour prendre la main sur demain ? C'est ce que j'ai voulu savoir et que je vous propose de découvrir dans Appel d'air, le podcast de coalitionsolidaire.fr. Épisode 4, la solidarité de proximité. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce 4e épisode d'Appel d'air, le podcast de coalitionsolidaire.fr. Et cette semaine, nous allons nous intéresser à un sujet qui fut au cœur même de cette période si particulière qui fut pour des millions de Français le confinement et qui a fait la une des journaux, c'est la question de la solidarité. Un sujet qui est venu aussi rapidement que celui du virus et je dirais même plus, dans un journal d'information national, on savait alterner entre l'information anxiogène, nombre de contaminés, nombre de morts, manque de masques, manque de respirateurs, etc. Et parallèlement, les confrères mettaient en avant toutes les actions de solidarité. Les premiers à en bénéficier ont d'abord été les aides-soignants au travers de différentes organisations de solidarité. La filière textile même s'est vite réorganisée pour produire des masques. Mais ce que ce confinement a mis en exergue aussi, c'est ce rapport à la proximité de nos rapports qui a fait évoluer la relation et l'appréciation que nous avions de notre environnement proche. Alors, je ne vous parlerai pas bien évidemment des joueurs de cornemuse tous les soirs à 20h ou des applaudissements qui ponctuent la fin de notre générique, mais ça a été aussi l'occasion pour des particuliers, pour des associations, de mettre en avant l'importance du voisinage et c'est cette question que nous allons aborder avec nos invités. Et pour nous accompagner, ils sont donc trois, la Croix-Rouge française avec Pierre Catalan. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Vous êtes responsable du pôle volontariat et la Croix-Rouge a eu cette lourde charge de coordonner une campagne pour permettre plus de proximité et porter attention aux personnes les plus isolées. Notre deuxième invité, c'est un habitué des plateaux de télé et de radio depuis plusieurs années déjà. Il s'agit d'Athanase Périfan. Bonjour Athanase. Bonjour Patrick. Alors vous êtes fondateur de Voisins Solidaires. On vous a connu il y a quelques années. Vous avez inventé la fête des voisins qui aujourd'hui est devenue presque une bonne pratique dans les colocations. En tout cas, on en entend parler tous les ans. Avec vous, justement, on verra ce que c'est que justement être voisin solidaire. Et enfin, pour terminer, Bernadette Paul Cornu, qui est co-dirigeante de Famille Solidaire. Vous l'aurez compris, la solidarité sera au cœur de notre questionnement. Famille Solidaire, pour nos invités, Bernadette, c'est une association qui porte la question de l'habitat partagé, de l'habitat inclusif. Bonjour Bernadette. Bonjour Patrick. Et donc nous allons ensemble, et tous les trois, commencer cette réflexion sur ça. Et j'ai envie de commencer par une question un petit peu assez large. Alors je ne sais pas qui veut commencer, mais quand on parle de solidarité et de proximité, on parle de quoi exactement ? Allez, qui se lance ? Je vais me lancer moi. Quand on parle de solidarité et de proximité, mais quand on parle de solidarité, on parle de venir d'abord d'empathie et de capacité à venir en soutien à des personnes qui ont besoin d'aide pour se relever. Et ça peut concerner aussi bien des personnes qui souffrent d'exclusion sociale, d'isolement, qui souffrent d'une situation de handicap, d'avoir eu moins d'opportunités que d'autres, qui souffrent de problèmes psychologiques, etc., de problèmes de santé. Lorsqu'on parle de proximité, on met ce concept de la solidarité à un niveau qui nous permet de venir en aide à des gens qui n'ont pas l'habitude de solliciter des dispositifs. Il y a beaucoup de dispositifs vers lesquels des assistants sociaux, des assistants de services sociaux adressent les personnes. Mais il y a beaucoup de souffrances qui sont cachées ou qui sont muettes. Et ça, malheureusement, elles ne sont pas très classiques. Et je crois qu'on s'est rendu compte avec le confinement qu'elles étaient très cruelles.
Chez vous, justement, Athanase, dans Voisins solidaires, vous auriez à peu près la même définition ou est-ce que la solidarité entre voisins, elle est différente pour vous? Pierre a raison, la solidarité, c'est d'abord l'entraide des gens qui en ont besoin, mais en réalité, on en a tous besoin. Et le coronavirus nous l'a montré, on est tous vulnérables en fait, en réalité, on est tous dépendants. Et heureusement qu'on est tous solidaires les uns des autres. Ça m'évoque la solidarité solide, parce qu'on apprenait en troisième, en classe de physique, que la matière pouvait avoir 3 états. Et pourquoi la matière, soit les gazeuses, liquides ou solides, pourquoi elle est solide et pourquoi la chaise sur laquelle vous êtes assise, vous ne tombez pas par terre? Parce que les atomes, les électrons sont en interaction. Donc pour moi, d'abord, la solidarité, elle touche tout le monde et pas simplement les gens qu'on met un peu souvent dans des cases, des personnes âgées, les personnes handicapées. Elle touche tout le monde. C'est la relation à l'autre et c'est une relation d'entraide. On a tous besoin les uns des autres et je crois, on l'a vu en fait au moment du coronavirus, qu'il y a des gisements de générosité, d'entraide chez les Français et que cette solidarité, elle fait du bien. Voilà. Donc j'ai envie de dire, quelque chose ne coûte pas cher, on en a tous besoin et qu'elle fait du bien. Pourquoi se priver? Alors Bernadette, Paul Cornu, chez vous, à Famille Solidaire, le cœur du projet, hein, c'est l'habitat inclusif, l'habitat partagé. Est-ce qu'on parle encore de solidarité ou est-ce que c'est plutôt l'inclusion, c'est le vivre ensemble qui est au cœur? Est-ce qu'on peut encore parler de solidarité dans l'habitat partagé? Bien sûr, c'est un élément fondamental puisque les personnes qui acceptent et qui décident de vivre ensemble sous le même toit, elles ont forcément besoin d'actions solidaires entre elles. Et cette solidarité, elle commence déjà dans l'habitat, dans le vivre ensemble tous les jours, dans l'entraide, puisque ce sont des personnes qui sont souvent fragilisées soit par l'âge, le handicap ou la maladie. L'aide quotidienne de toutes les activités domestiques qu'il peut y avoir dans une maison. Donc on peut imaginer bien évidemment beaucoup plus largement les actions de solidarité de proximité avec le voisinage, avec la famille, avec les proches aidants qui, mieux que tous, savent à quel point il est nécessaire d'être solidaire quand on est en permanence en train de prêter assistance à un proche. Alors justement, Donc, vous soulignez très très bien ce qui est le cœur aussi de votre association, c'est la question de la proximité. Pierre et Athanase, alors Athanase avec la fête des voisins, la proximité est finalement le cœur aussi de votre projet. Mais est-ce que la question de la proximité en termes de solidarité n'est pas plus complexe aujourd'hui à solliciter, à aller chercher que la solidarité à l'international, la solidarité au travers d'œuvres caritatives qui ont une action peut-être plus éloignée de notre quotidien, de la porte d'à côté, de notre palier d'à côté? Vous avez raison là-dessus. Athanase. En réalité, quand on pense solidarité, souvent on se dit on va aller loin, on va aller, je sais pas, construire un dispensaire en Afrique, on va envoyer un don pour des enfants qui sont en fait, qui ont besoin de pouvoir mieux se nourrir. Et qu'en réalité, je trouve que si on regarde un peu plus proche de chez nous, proximité c'est un peu ça, on se dit, on a, je pense en France, un très beau modèle social. Voilà, le problème c'est qu'il est fragilisé, moins d'argent public, vieillissement de la population, et l'idée va être de dire, comment est-ce qu'on peut renforcer ce modèle de solidarité? Et si on devait un peu schématiser, on verrait que la solidarité, elle devrait reposer sur 3 piliers complémentaires qui vont renforcer le modèle. Ça aurait été familial. Voilà, ça c'est important. Et Bernadette, avec Famille Solidaire, c'est exactement ça. C'est le premier pilier de solidarité. Le deuxième pilier, c'est cette solidarité institutionnelle, organisée. L'État, les services sociaux, les mairies, les départements, les associations. Je pense à notre ami Pierre de la Croix-Rouge, c'est une forme organisée de solidarité. Elles sont importantes et elles sont aujourd'hui un des piliers principaux de notre modèle social. Et le troisième pilier, c'est cette solidarité spontanée, de proximité, de voisinage, ce que j'appellerais ce lien social simple et léger. Et voilà, qui fait du bien. Souvent, notre modèle social, il stigmatise un peu sans le vouloir les personnes âgées, les personnes handicapées, les chômeurs, les femmes seules, les immigrés. Stop, ça suffit. On va essayer de montrer que dans un modèle solidaire vertueux, chacun a de la valeur, chacun peut être utile à l'autre. Et ce que j'aime bien dans cette solidarité de proximité de voisinage, c'est que on est tous égaux. Quand je suis à ma fête des voisins, il n'y a pas le PDG de Renault et la concierge. On est tous au même niveau. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que la personne âgée peut m'aider comme moi, je peux l'aider aussi. Et pourtant, c'est la simplicité. Et en effet, quand on vous écoute, Athanase Mérifant, ça semble extrêmement simple. Surtout que le site sur lequel on peut aller se fournir en kit pour être voisin ou faire la fête des voisins ou être voisin solidaire, etc., sont hyper simples. Et pourtant, c'est peut-être les leviers les plus complexes
à lever, c'est-à-dire faire sortir les gens de chez eux. Vous n'êtes pas d'accord, Pierre Catalan? Je vous vois réagir. Non, je ne suis pas complètement d'accord parce que d'abord, je crois qu'on parle de leviers à aller chercher alors qu'ils existent déjà. Donc déjà, je pense qu'il faut un peu d'humilité dans le fait que, en fait, on se rend compte que les gens se rendent déjà des services les uns les autres, etc. Et qu'en fait, il y a beaucoup de solidarité de fait que personne ne considère être une œuvre solidaire. Voilà, si j'aide ma voisine à apporter ses courses sur 2 étages, je suis le colibri de la solidarité de voisinage. Je crois que c'est pas vrai. Donc ça existe déjà. Je crois que ce qui est très important pour des associations, par exemple, très institutionnalisées comme la nôtre, à la Croix-Rouge, ouais. À la Croix-Rouge, ouais, voilà, que mentionnait Athanase, c'est qu'on arrive à rendre complémentaire une action très directe avec des actions plus structurées et qu'on se dise il n'y a pas un qui donne et un qui reçoit. Dans les 2 cas de l'action, on est une communauté d'acteurs et il y en a qui ont effectivement besoin d'aide matérielle, qui ont besoin d'aide concrète, distributive. C'est pas pour autant qu'ils sont cantonnés à un rôle de personne aidée et qu'on se dise tous, et je pense que le terme d'entraide ou d'entraide de proximité, etc., et le bon, c'est que se disent tous que quand on donne, on reçoit. Et c'est un petit peu la grande valeur de la solidarité, c'est que c'est vraiment un bien multipliable à l'infini de ce point de vue. C'est l'aspect du donner-recevoir. Alors justement, à la Croix-Rouge, chacun d'entre vous présent dans ce podcast avait agi, était intervenu dans Covid-19. Justement, à la Croix-Rouge, votre objectif, c'était justement qu'il n'y ait... alors, l'objectif, je veux dire, idéal, ça aurait été qu'il n'y ait aucune personne isolée et que chaque personne seule, isolée, puisse bénéficier d'un voisinage qui vienne prendre attention, être empathique, faire des courses, être attentif à l'autre. Moi, je crois que la raison d'être de n'importe quelle association comme la Croix-Rouge, c'est de ne pas exister. Dans l'idéal, c'est ça. Alors... les solidarités de voisinage, elles vont peut-être pas permettre l'accès au microcrédit, elles vont peut-être pas permettre la domiciliation postale pour les personnes sans domicile ou déboutées du droit d'asile, etc. Donc, je pense que voilà, il y a une sorte d'activités qui peuvent pas rentrer dans ce champ-là. Mais ce qui est certain, c'est que nous on le voit plutôt comme ça, c'est ces solidarités de proximité qui tissent le premier filet de résilience à un niveau extrêmement local. À un niveau de pair à pair. Et s'il y a besoin de plus sérieux, d'un matelas plutôt que d'un filet, etc., il y a d'autres dispositifs. Mais c'est ce premier filet qui doit permettre de prendre de façon très préventive, très en amont, les difficultés y compris psychologiques ou culturelles, ou etc., des gens, pour qu'ils n'aient pas graduellement un état qui s'aggrave et qui nécessite l'intervention des autres filets suivants. Et c'est quelque chose, avec l'action que vous avez mis en place pour être au plus près de chacun, c'est quelque chose que vous connaissiez déjà ou que du fait de l'ADN de la Croix-Rouge, et vous l'avez redit, ça fait partie du cœur même de l'action de la Croix-Rouge, c'est quelque chose que vous avez créé et vous avez sollicité du volontariat pour aller au plus près, ou c'était des choses qui est déjà préexistantes peut-être dans des associations locales ou départementales que vous avez portées de manière plus générale? Nous, on a plusieurs centaines d'unités locales de la Croix-Rouge avec vraiment une implantation dans tous les territoires et dans toutes les typologies de territoires. Donc ces fragilités-là qui relèvent de l'isolement, des difficultés de fin de mois, des difficultés peut-être parfois interculturelles, etc. Évidemment, on en a conscience. Et on se rappelle bien, selon le rapport des Petits Frères des Pauvres, qu'il y a 350 000 personnes qui sont en France aujourd'hui en état de mort sociale. Donc ça, donc voilà, donc on le sait, on a des dispositifs qui vont vers ces personnes-là, des dispositifs itinérants. On participe à la coalition Monnaie à Lisa pour la rupture de l'isolement des personnes âgées. Au demeurant, c'est pas entièrement suffisant dans la mesure où ça couvre pas le besoin. Parce que si tu as le sentiment d'isolement, d'abord, il concerne pas que les personnes âgées, il concerne une très grande part, on va dire une grosse minorité des jeunes,
Il concerne des personnes handicapées, des familles monoparentales. Il concerne vraiment énormément de typologies de personnes qui sont pas forcément conscientes qu'elles ont des besoins. Et je crois que le dispositif, notamment Croix-Rouge chez vous, qu'on a mis en place au tout début du confinement, qui permettait d'apporter des médicaments et d'apporter des paniers repas à domicile à des personnes qui ne peuvent pas sortir, nous a permis de cartographier un grand nombre de bénéficiaires, entre guillemets, qu'on n'avait évidemment jamais rencontrés de notre vie. Mmh. Et qui étaient confrontés, notamment en mars, parce que la fin du mois de mars est arrivée très rapidement, confrontés à des problématiques vraiment très importantes. Et pour autant, c'est pas des gens qui vont vers l'assistance sociale, qui s'adressent au CCAS et qui ont l'habitude d'aller à l'aide alimentaire des restos ou du Secours Pop ou de la Croix-Rouge. C'est là où il y a un lien avec vous, Athanas Périfan, avec Voisins Solidaires. Il y a des passerelles qui existent entre vous. Pierre l'a dit très justement, les 3 piliers qu'on a évoqués sont des piliers complémentaires. Famille, solidarité institutionnelle organisée, association et solidarité de voisinage. Pourquoi ? Si on pensait que la solidarité est une pédagogie, un escalier, il faut avoir des petites marches. Et nous, on est à la plus petite marche, celle des voisins solidaires, qui est de dire je dis bonjour à mon voisin, je monte à Émilie ses courses quand elle est enceinte et que l'ascenseur est en panne, des choses qui n'engagent pas. Et c'est intéressant parce que ça permet de mettre dans l'action des gens qui vont dire c'est pas trop compliqué. Voilà. Si on me dit il faut que je rentre dans une asso tout de suite comme ça, certains vont dire oui, d'autres vont dire c'est un peu plus compliqué. Donc première chose. Deuxième chose, on va s'engager ensuite quand on a donné ce goût de l'autre. Parce qu'en réalité, la solidarité, c'est quoi ? C'est le goût de l'autre, c'est d'aimer les gens, c'est d'avoir envie de rendre service, c'est de se faire du bien aussi à soi. C'est pas intellectuel, la solidarité. C'est des gestes, c'est de la vie. Et j'aurais dû ouvrir notre débat comme ça en disant, aujourd'hui, pour moi, pourquoi on a besoin de plus de solidarité ? Parce qu'il y a une difficulté, voire une souffrance relationnelle dans cette société. Qui touche, on en parle souvent des personnes âgées, mais on peut avoir 25 ans et gagner 10 000 euros par mois et être seul. On peut être seul dans son couple, on peut être seul entouré par des milliers d'amis. Donc, je referme la parenthèse. Donc, première étape. Deuxième marche, la personne va dire, tiens, je pourrais m'engager peut-être dans un conseil de quartier, je pourrais faire ci. Troisième étape, je pourrais aller dans une association et m'engager plus durablement. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on a tous besoin en réalité aujourd'hui de chaîner ce parcours de l'engagement quelque part, sachant qu'aujourd'hui, il faut être très clair, les gens n'ont pas envie de s'engager pour la plupart, ils n'ont pas envie de contraintes, ils ont peu de temps, ils ont envie de se faire du bien. Donc il est intéressant qu'on leur redonne ce goût du bien qui va permettre d'élever le niveau d'engagement de chacun. Et l'objectif va être un moment aussi, je termine là-dessus, c'est pas de construire des usines à gaz. Principe de subsidiarité, on voit bien, moi je suis élu local, je le vois bien, nos assistantes sociales, nos travailleurs sociaux font un travail exceptionnel, cette solidarité institutionnelle, ils en peuvent plus, quoi. Ils sont épuisés, ils sont... Voilà. Tout ce qui peut être fait par un échelon inférieur doit être fait par un échelon inférieur. J'étais avec un président de département qui préside le SDIS. Le SDIS, c'est le service d'urgence des pompiers sur un département. Et il me dit, aujourd'hui, les pompiers, ils répondent plus, ils refusent de se déplacer quand une petite personne âgée appuie sur son système pour dire, voilà, pourquoi ? Parce que les 3/4, c'est pas qu'elles sont tombées, qu'elles sont en situation de besoin des pompiers, c'est parce qu'elles avaient personne à qui parler. C'est quand même plus simple de frapper à la porte du voisin, de passer un petit coup de fil à son voisin dessus en disant, Germaine, je me sens pas très bien là, oh bah écoute, on va prendre un verre ensemble, voilà. Donc c'est intéressant, sinon on va exploser, sinon on va institutionnaliser la solidarité, et la réalité, sans faire de tort à personne, et je pense à l'État en particulier, une solidarité pré-industrielle et rurale qui reposait sur la famille et le voisinage, le village. On est passé aujourd'hui dans ce pays une solidarité où la jambe un peu solidarité institutionnelle était hypertrophiée. C'est-à-dire qu'à un moment, la solidarité, ça concerne tout le monde, chacun sa place. Et si on arrive à avoir une stratégie globale où on montre à chacun sa place, le voisin solidaire n'est pas un bénévole. Le bénévole, c'est au-dessus. Et le bénévole n'est pas un travailleur social. Voilà. Et la famille a aussi sa place. Donc chacun, en fait, va avoir sa place. Pourquoi ? Pour rendre le système plus efficace et pour surtout répartir le poids, pas simplement sur des professionnels de la solidarité, mais sur tout le monde. Alors Bernadette, ce qui est intéressant là, je vous voyais opiner du chef via la visio sur ce que disait Athanas, mais ce qui est intéressant à Famille Solidaire, c'est que quelque part cette proximité, elle est au cœur de votre projet. Et justement, est-ce que vous avez quelques éléments, quelques leçons à retirer de cette période de confinement, de ce qui a été vécu justement dans ces habitats partagés, Bernadette ? Oui, tout à fait. Je voulais juste avant répondre à Athanas, que effectivement, moi je pense que le Covid a surtout permis de rendre aussi les besoins des uns et des autres, quels qu'ils soient, visibles.
visible et lisible de tous. Voilà. Et que aujourd'hui, c'est vrai, on parle toujours des personnes âgées, des personnes handicapées, mais une des principales actions aussi de Famille Solidaire, c'est de rendre toutes ces personnes-là visibles de tous. Dans la société. Dans la société et l'action et dans l'inclusion, comme on dit aujourd'hui. Mais au-delà de ce mot qui est un peu tarte à la crème, ce qui signifie, c'est qu'effectivement, toutes les actions du quotidien vont être entremêlées entre chacun au sein du voisinage, dans les quartiers, avec les acteurs locaux, avec les collectivités, les commerces, etc. Donc ça, c'est déjà une chose importante pour laquelle nous, on milite fortement, c'est-à-dire rendre visible et détectable quels sont les besoins qui sont ceux de ces personnes les plus fragiles. Ensuite, je voudrais préciser aussi que justement, la solidarité, pour moi, ça ne se décrète pas. Et là où j'opinais du chef par rapport à ce que disait Athanase, c'est que je suis convaincue de cette petite marche et de ce bonjour qui se dit au départ et de le faire connaissance au sein du voisinage, parce que de façon très spontanée, dans tous les cas, je pense que les projets qui fonctionnent sont les projets qui partent du terrain et qui ne sont pas forcément poussés par les institutions. Je dirais aussi lesquelles institutions décuplent d'efforts, se questionnent énormément sur le post-Covid et pour autant, aujourd'hui, montrent qu'ils atteignent leurs limites. Mmh. En fait, ce que vous voulez dire et ce que disait Athanase très, très justement, c'est que finalement, la solidarité de proximité, la solidarité de voisinage, c'est presque l'engrais nécessaire pour permettre à voir les pousses, on va dire, après du bénévolat, du volontariat, de l'institutionnel. Mais si on peut s'appuyer sur cet existant-là, finalement, on a des chances peut-être de gagner la partie d'une société du bien commun, de solidaires les unes avec les autres. Bernadette ? C'est la base de tout, en tout cas pour ce qui concerne les habitats partagés, cette acceptation du vivre ensemble, qui est un partage entre un peu de chez soi, un peu avec les autres, puisqu'on a effectivement au sein de chaque habitat des espaces privatifs et des espaces partagés. C'est déjà accepter de partager un certain nombre de choses du quotidien, de créer cette proximité au sein des habitations, et ensuite très très rapidement de créer cette proximité avec le voisinage. Alors qu'est-ce que de telle sorte Pardon, non, allez-y. Non, je disais, alors justement, qu'est-ce que Covid-19, qu'est-ce que cette période de confinement a fait surgir d'abord que peut-être vous n'aviez pas identifié, ou peut-être que vous aviez identifié, mais finalement, jusque-là, il n'y avait pas eu de confirmation, finalement, de cette intuition de départ. Alors, l'intuition de départ, c'était effectivement d'avoir des solutions qui soient à taille humaine. Ça, c'est la première constatation. Plus que jamais, aujourd'hui, on constate, et malheureusement, quand on déplore qu'un décès sur 2 en France a lieu en EHPAD, on se rend compte que les difficultés principales sont aussi liées au fait que rien n'est fait aujourd'hui en France pour faire en sorte que les personnes puissent rester à proximité, mais sans être tout de suite dans quelque chose qui ressemble à une usine. Pardonnez-moi, mais c'est un peu mon côté militant. Mais que ce soit un EHPAD à 140 lits ou que ce soit un lycée de 3000 lycéens, je me questionne toujours sur le fait de pouvoir revenir à des petites actions de territoire qui apporteraient un petit peu plus de sens et beaucoup plus de qualité, aussi bien pour les professionnels que pour ceux qui en profitent. Et l'habitat partagé, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire retrouver déjà une maison à taille humaine où on ne vit pas plus qu'à 5, 6, 7 ou 8 personnes maximum dans une colocation et qui est bien évidemment de grande taille et qui permet déjà d'éviter d'avoir des relations de trop grosse masse avec les professionnels qui interviennent dans les logements. Une relation finalement intuitive, personnée, comme on dit. Pierre Catalan, justement, qu'est-ce que vous avez découvert ? Qu'est-ce que Covid-19 a été comme révélateur que la Croix-Rouge a pu mettre un peu en exergue durant cette période autour de l'opération que vous avez menée tout au long de ce confinement et que vous menez peut-être encore ? Alors, nous, je dois avouer avec néanmoins un peu d'humilité que ça ne nous a pas fait découvrir grand-chose. Ça nous a permis de confirmer énormément d'orientations qu'on avait commencé à prendre et qui pouvaient, parce que le temps associatif est long et le temps associatif de la Croix-Rouge peut sembler parfois plus long que le temps moyen, qu'on avait mis du temps
à construire. Et finalement là, pendant ce confinement, parce que c'est moins la crise sanitaire que le confinement dont on parle, on a beaucoup accéléré sur ces différents dispositifs. Alors, on avait donc ces dispositifs d'aller vers, mais qui avaient toujours une optique qui était un peu de masse, c'est-à-dire qu'on a un dispositif itinérant, on va sur la place du village dans un lieu un peu déserté par les services, etc. On essaie de mettre de la vie en même temps que il y a du distributif alimentaire, vestimentaire, des tablettes tactiles pour accéder aux droits et tout. Ça a une logique de masse, bien qui veut. Alors que là, on a eu quand même un dispositif qui visait vraiment, via un numéro de téléphone unique, etc., à ce que les gens appellent, et ils pouvaient être fléchés soit sur du soutien psychologique et de l'écoute, soit faire la demande de livraison de paniers, de livraison de médicaments sur prescription, etc. Et donc, je crois qu'on a un peu changé ça. Enfin, on a cette approche de l'aller vers qu'on a poursuivi avec des dispositifs d'appel téléphonique pour s'enquérir de la santé des personnes en situation d'exclusion ou âgées dont on s'occupe. Et puis, on a beaucoup accéléré. Et allez-y, parce que j'ai une autre question derrière, mais allez-y, terminez, Pierre. D'accord. Et on a aussi beaucoup accéléré sur une autre dimension qui est qui va à l'encontre de la tradition à la Croix-Rouge, qui est de porter l'engagement hors de l'unité locale, hors du lieu qui est le local de la Croix-Rouge dans lequel il y a des activités qui sont organisées. Et donc on a lancé sur le modèle de voisins solidaires, et puis en l'adaptant notamment à certaines missions très très particulières qui viennent en complément de ce qu'on fait déjà, du bénévolat de voisinage. Donc avec un programme qui s'appelait Confiné et Solidaire et qui a rencontré beaucoup de succès. On a eu quasiment 1000 bénévoles spontanés qui ont rejoint ce projet. On a eu assez peu de déperdition entre la volonté de rejoindre et le passage à l'action. Très important, et donc, ça nous a démontré qu'il fallait qu'on envisage maintenant le bénévolat autrement, peut-être moins formel. Mais en fait, c'est la même relation qu'on est en train de constater par rapport au travail, finalement. Mais donc voilà, on a, je pense, gagné 5 ans sur ces considérations. Donc finalement, vous n'avez pas appris grand-chose, mais vous avez avancé peut-être un petit peu plus vite que vous ne le souhaitiez, et bien vous en fasse. Alors justement, sur cette question, est-ce que ça a été un numéro unique ? Est-ce que c'était aussi cette proximité, ça a été aussi de la dénonciation positive, c'est-à-dire j'appelle la Croix-Rouge, mon voisin a des besoins, et d'engager finalement une conversation en disant comment vous pouvez peut-être vous intervenir, ou vous-même d'envoyer un bénévole à côté. Alors moi, je suis allé sur le plateau d'écoute et d'appel plusieurs fois, donc je peux parler que de mon expérience à moi. J'ai pas de chiffres consolidés. C'est déjà ça. Voilà, donc j'ai pris le profil des appelants. À part le fait qu'il y a une grosse majorité de personnes âgées, de personnes sous curatelle, de personnes handicapées, mais j'ai eu plusieurs parents, donc des enfants, des cousins qui étaient à distance d'une tante ou d'un parent et qui souhaitaient qu'on livre pour eux. Ça, j'en ai eu pas mal. Des voisins qui appelaient pour leurs voisines, etc. En fait, comme nous, la première question qu'on demande aux gens, c'est est-ce que vous avez autour de vous un voisin qui pourrait faire vos courses ? Ça me semble moins probable. Moi, si je suis voisin d'une personne qui a besoin qu'on lui livre ses courses, je vais pas appeler la Croix-Rouge, je vais le faire. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de Français. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Athanas, quelles sont les leçons que justement vous retirez de ces deux opérations, parce qu'il y a eu Voisins solidaires au début du confinement, et puis là il y a quelques jours la fête au balcon, c'est ça ? Qu'est-ce que vous retirez de cette période ? Vous avez aussi avancé plus vite, vous avez découvert des choses que, pareil, les intuitions de départ que vous aviez ont été confirmées, d'autres se sont révélées ? Ce qu'on a à dire d'abord, c'est un enthousiasme, c'est une énergie, c'est qu'on a été utile. Et tous les acteurs qui sont sur le plateau là de votre émission sont heureux, fatigués, épuisés. On a fait des semaines de 100 heures parfois, mais heureux de s'être sentis utiles. Et ça, c'est génial. La deuxième chose, c'est les confirmations, c'est qu'il y a des gisements de générosité chez les Français. Moi, ça m'enthousiasme. Voilà. Et que la sérénité, l'enthousiasme, c'est une maladie contagieuse. Ça, je trouve ça intéressant. Et que plus il y en a, plus ça donne envie aux gens de faire. Et que cette saleté de coronavirus, une grosse saleté, a eu quelques effets bénéfiques. C'est que ça sensibilisait les gens, il faut être très clair, les médias nous parlaient 24 heures sur 24 du corona, les gens étaient chez eux, le voisin a pris un nouveau sens, ce mot de voisin, on était tous confinés chez soi avec des voisins en face, au-dessus et à côté. Donc ça, c'était intéressant. Donc, comme les gens avaient un peu de temps, ils voyaient à la télé des belles initiatives, le média s'est fait aussi vecteur de bonnes nouvelles positives. Je ne parle pas
de Jérôme Salomon, notre ami le comique qui tous les soirs à la télé essayait de faire sourire les Français. Je caricature, mais voilà, qui avait la tâche, un vrai voisin sévère, mais qui avait une tâche difficile. C'est important que les médias aussi puissent relayer des belles choses. Et j'en tire en fait, on a fait une expérience intéressante avec, et je remercie AG2R La Mondiale, qui nous a permis de financer avec le ministère de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud, ce kit coronavirus, et si on s'organisait entre voisins. Un kit très simple, rien d'intellectuel, une affiche qu'on met dans les halls lotissements, les halls d'immeubles, bien marqué, est-ce que je peux aller faire les courses, je peux faire ci, etc. Des bulles à la forme bande dessinée pour sensibiliser, un petit panneau des voisins où on mettait j'ai besoin d'eux, je suis prêt à, l'annuaire des voisins, parce que garder le contact en évitant les contacts, c'est plus simple, les petits tracts qu'on met dans la boîte aux lettres, le kit en fait, qui est le format classique des opérations de voisins solidaires, et j'étais halluciné, près d'1 million de téléchargements. Pas tout seul, on n'aurait rien fait tout seul. Il a été mis sur le site de 14 départements, de 4 régions, des ministères, jeveuxaider.org, effectivement, du ministre Attal, là-dessus. Intéressant. Et ça m'a montré une chose. Ça montre une chose, on a tous besoin les uns des autres et que personne n'y arrivera seul. Voilà. Et avec AG2R La Mondiale, on a lancé une coalition solidaire de plein d'associations qui découvrent comment on commence à travailler ensemble. Et c'est très difficile. Et ce podcast justement prend justement cette place dans cette opération de coalition solidaire. Bernadette. Tout à fait. Et donc, juste pour terminer là-dessus, c'est de dire pourquoi on a été efficace. Parce qu'en fait, tous les acteurs se sont mis ensemble. L'État, qui a eu la vision et qui a porté conférence de presse avec 4 ministres pour lancer, en fait, la Croix-Rouge était présente avec son directeur général, la famille, tout le monde était là. On a lancé ce truc-là. Ça donnait la caution de l'institution. Les départements, chefs de file des solidarités territoriales, sont devenus les stimulateurs des solidarités citoyennes. Les associations qui ont relayé, les médias, les habitants, et ben voilà. Et que je rêve d'un modèle de solidarité où tous les acteurs pensent ensemble à la solidarité parce que chacun intervient à son niveau et qu'il faut être très humble. Pierre l'a dit tout à l'heure, qui peut croire que tout seul, il arrivera à résoudre un problème qui dépasse les personnes âgées, qui dépasse simplement les personnes qui vont pas bien, qui touche la société dans son ensemble. Qu'est-ce qu'on a envie de partager dans ce pays aujourd'hui? Et si le projet, la langue française, et je termine là-dessus, qui a 2 jolis verbes, être et avoir, on est beaucoup dans l'avoir, moi le premier dans le matériel. Si un jour on essaie de mener ce pays sur un projet partagé qui est mené sur l'être, la relation, le partage et l'entraide, et il se passera des choses merveilleuses. On a commencé à voir dans cette vague de solidarité naissante et comment surtout on va la faire durer pour que demain, quand ça sera la vraie libération, là on est encore un peu semi-confiné, on reparte pas tous en fait simplement sur ces tâches habituelles. Alors moi j'aimerais entendre Bernadette parce que vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure, Bernadette, qui était justement quel était le révélateur pour Famille Solidaire que cette période de Covid-19 au sein des différents habitats partagés qui sont déjà en place dans votre association et dans votre structure? Alors, on accompagne une quinzaine de projets d'habitat partagé en France et on a 7 projets au sein de notre groupe associatif dans lesquels aujourd'hui il y a des auxiliaires de vie qui interviennent pour soutenir les personnes qui sont parfois dans la nécessité d'avoir un accompagnement 24 heures sur 24. Notre particularité aussi, c'est de beaucoup soutenir les aidants familiaux, donc ces parents ou ces enfants de ces personnes fragilisées qui ont une place prépondérante également dans le vivre ensemble et dans le projet social de l'habitat. Ces personnes-là, pour la plupart, ont souhaité pouvoir reprendre leurs proches chez eux. Et ça a été Donc ça a vidé les appartements, en fait, alors certaines colocations ont été complètement fermées. Et puis d'autres ont maintenu, en fait, leur vivre ensemble parce que... aussi très franchement, parfois il n'y a pas d'aidants autour quand on a des personnes qui sont sous tutelle, sous curatelle, qui n'ont pas forcément de proches. Eh bien, il faut organiser la vie de telle sorte que cette vie continue, même si les activités extérieures, évidemment, se sont arrêtées provisoirement. Mais en tout cas, la vie au sein de la maison a continué à se faire, je dirais, de façon la plus traditionnelle et la plus classique possible, avec le soutien de services à la personne qui ont aussi été face à des difficultés, notamment principalement d'absentéisme, également de transmission du virus, et on a vu effectivement que ça pouvait être un vrai problème, d'où l'importance aussi pour nous dans nos habitats de ne pas être en surfréquentation de professionnels différents, mais d'avoir toujours les mêmes professionnels qui interviennent dans les habitats, ce qui est déjà important d'une façon normale et générale parce que
c'est bien quand Mamie Jeanne, elle n'a pas le passage de 5 personnes différentes avec qui elle peut en effet créer un lien, un vrai lien. Ouais. Exactement, mais de créer des liens avec des auxiliaires de vie, par exemple, qui interviennent en permanence. Donc ça, c'est une chose. Et puis les aidants, par contre, qui ont récupéré leurs proches pendant le Covid, se sont retrouvés dans cette extrême solitude dans laquelle ils étaient avant la création des habitats partagés, dans ce constat de dire vraiment j'ai plus les épaules parce que maintenant j'étais bien heureuse que l'habitat partagé se soit mis en place parce que ça m'a donné moi en tant qu'aidant du répit dont j'avais vraiment besoin, et je me suis retrouvée de nouveau face à ces difficultés, face à cette solitude et ce problème de faire face pour soi-même déjà et puis pour son proche qu'on accueille chez soi. Alors, j'avais plein d'autres questions. On arrive un petit peu au terme de cet échange. Il y avait aussi des questions, moi, qui me questionnent sur la notion de solidarité et de proximité. On voit de plus en plus, et là, on rentre dans la partie peut-être plus business. On est tous liés à cette générosité, que ce soit Voisins solidaires, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit Famille solidaire. Mais aujourd'hui, on voit naître des sites comme Allo Voisin, où on va monnayer les services. Je vois aujourd'hui, alors, c'est des beaux services, je ne dis pas qu'ils ne sont pas utiles, mais aujourd'hui, on voit finalement un business de la solidarité. Je pense aussi à toute l'action que met La Poste, qui est certes un service public, mais qui monnaie le fait qu'on passe chez vous voir si vous allez bien. Est-ce que finalement, c'est un peu un échec de la solidarité, ou est-ce qu'au contraire, c'est peut-être une démarche conjointe, parallèle, qui est nécessaire ? C'est un peu ma question autour de cette question de la solidarité et de la proximité avec tout ce business qui se crée. Qui veut répondre ? Alors, si vous permettez, Athanase. Il ne faut pas opposer les uns aux autres. J'étais sur un plateau avec le patron d'Allo Voisin, qui est un garçon sympathique, qui a décidé d'en faire une activité je n'en doute pas, commerciale. J'étais avec la directrice de la RSE de La Poste, qui est aussi une personne sympa. Et c'est la complémentarité. Mais c'est vrai, et tout à l'heure, Bernadette a parlé de son côté militant. À un moment, c'est la conclusion, j'ai aussi laissé sortir un peu mon côté militant. Je trouve qu'entre l'être et l'avoir, la société est tellement partie dans l'avoir et dans le matériel qu'il faut préserver des espaces de gratuité, très clairement. Et moi, je le vois bien, et c'est la difficulté d'une asso comme Voisins solidaires. Je peux pas lever des millions d'euros, parce que quand je dis un voisin solidaire va aller aider faire les courses de la personne âgée, il n'y a pas de business model. Ça va pas rapporter 2 euros à AG2R La Mondiale. Donc AG2R La Mondiale, ils sont généreux, spontanément généreux, et je salue Tristan Hawk, qui se bat, et qui merci à lui, parce qu'on ne serait pas là sans lui. Voilà. Donc attention à ne pas tout marchandiser. S'il n'y a pas une part de gratuité, on laissera aux générations qui viennent un monde d'abrutis, très clairement. Donc, il faut l'un et il faut l'autre, de la manière où le voisin solidaire, c'est la première fois, je dis bonjour à la personne âgée, je lui fais de temps en temps ses courses, mais c'est pas à moi de faire le truc, où il y a la poste ensuite, où il y a le bénévole, où il y a l'assistante sociale, chacun son rôle de manière organisée pour qu'on soit plus efficace. Pierre Catalan voulait peut-être et puis Bernadette. Alors je vois Bernadette qui veut réagir, et Pierre commencer, et puis après je vous laisse la parole, Bernadette. Allez-y. Non, rapidement, on n'imagine effectivement pas une infirmière libérale, une infirmière à domicile se faire payer plus cher pour passer 1 ou 2 minutes de plus avec une personne chez qui elle intervient. Alors vous pourrez très bien imaginer que en question pourrait, et parce que ça lui facilite probablement son travail pour l'avenir, prendre du temps pour connecter la personne en question au voisin, etc. Je pense que La Poste, depuis longtemps, le facteur, en fait, il a ce rôle de lien social. C'est pas pour rien qu'il est dans les films de Jacques Tati, voilà, c'est avec Rému. Voilà, c'est le postier, c'est une figure, c'est comme ça. Je crois que plus il y a de portes d'entrée, mieux c'est. Et le problème, c'est que comme c'est une relation donnant-donnant, si je paye La Poste pour, entre guillemets, contraindre mon parent isolé à du relationnel, de toute façon, ça ne marchera pas. Or, le travail, il est à faire sur les préjugés, sur le regard qu'on a les uns envers les autres, sur l'empathie, sur le non-jugement. Et il s'applique également aux personnes qui auraient besoin d'une rupture d'isolement ou d'une action de ce genre-là, évidemment. Et à partir du moment où on a fait ce travail-là, le postier, je suis certain qu'il le fait, mais avec délice, gratuité et plaisir, parce que c'est le sens de son travail, le lien social. Donc moi, je pense que c'est des avatars qui correspondent, on va dire, à l'époque. Et c'est à nous, tous, acteurs, et les postiers, et les infirmières, et les bénévoles, et les voisins, de contribuer à un changement de regard, à un changement de préjugés. Bernadette, alors vous vouliez réagir aussi tout de suite après. Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Pierre et Athanase. Comme je le disais tout à l'heure, ça ne se décrète pas. Donc maintenant, sur
le marché, on va retrouver bien évidemment tout un éventail de dispositifs plus ou moins lucratifs, plus ou moins gratuits, qui sont mis à disposition des personnes. Je pense que à partir du moment où il y a un besoin, il y a une réponse aussi qui est apportée et que chacun doit trouver la réponse qui lui convient le mieux. Moi, je prône pour la liberté de choix. Chez Famille Solidaire, on développe des habitats justement pour pouvoir donner une alternative entre vivre seul chez soi à domicile ou aller d'office en institution. Et bien évidemment, ça ne signifie pas que le dispositif que nous mettons en place est la réponse universelle. On n'a absolument pas cette prétention. Ce qu'on souhaite, c'est simplement apporter une liberté de choix supplémentaire à toutes ces personnes qui auraient envie d'autre chose entre le domicile individuel et l'institution. Voilà. Allez. Et je pense que plus on aura de choix et plus il y aura de possibilités et plus les personnes auront cette liberté. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter là. Merci à tous les trois d'avoir répondu à cette question, à cet échange sur les solidarités de proximité. Il y aurait eu certainement beaucoup d'autres choses à dire, peut-être dans deux prochains podcasts, qui sait, peut-être. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir participé. Nous, on se retrouve dans l'épisode 5. Et dans l'épisode 5, justement, eh bien, on parlera d'autre chose qui est la notion d'emploi, justement, d'employabilité, de retour à l'emploi. C'est une vraie question aujourd'hui, particulièrement dans cette période qu'on a traversée et qu'on va traverser tous ensemble. Merci beaucoup à tous les trois, à très bientôt, au revoir, et je vous donne rendez-vous sur coalitionsolidaire.fr si vous voulez réécouter ce podcast et le partager tous ensemble avec vos interlocuteurs. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Merci Patrick. C'était Appel d'air, épisode 4. Pour suivre toute l'actualité et réécouter les podcasts précédents, rendez-vous sur coalition-solidaire.fr.